je vais parler rapidement maintenant des bénéfices et aller terminer avec les effets secondaires. En termes de bénéfices, nous savons que, par exemple, euh, les, en termes de sécurité, ces ARN-là ne sont pas infectieux, comme avec les bactéries. Toujours, il faut tester chez les animaux pour montrer que non, si on injecte même une partie, parce que c'est les protéines souvent qu'on les cherche, mais si le liquide reste infectieux, ça va causer des maladies chez les gens. Et la dégradation des ARN est presque assurée après que lorsqu'on a injecté, on sait que les durées de vie ne sont pas longues. Après un certain moment, elles seront effacées, elles seront plutôt dans l'organisme. Et aussi, elles induisent une immunogénicité qui est comparable à celle des protéines. En termes d'efficacité, par exemple, vous voyez que ça peut être plus rapide par exemple, de produire des ARN qui sont stables. On a joué beaucoup sur la stabilité des ARN pour les permettre, par exemple, pouvoir être transportés. On voit qu'actuellement, il y a le transport, la conservation, c'est les 90 degrés, ce n'est pas dans toutes les régions qu'on pourra les maintenir, mais avec la nouvelle, on est en train de travailler toujours à stabiliser, même à 40 degrés ou à 20 degrés, par exemple, ces ARN, et plus on va mettre du temps dans la recherche, peut-être on va trouver des ARN qui seront plus stables, des mécanismes qui pourront permettre de les garder même dans les températures qui sont un peu chaudes. Et aussi, on sait que lorsqu'on les administre, la formulation et tout ça, ce sont des molécules qui sont faciles à être maintenues. OK? Alors, la production est rapide et elle est inextensive parce que tout simplement, c'est les machines. Ce n'est pas des cellules, ce n'est pas dans les êtres vivants, dans les cellules vivantes qu'on les exprime. Donc, on peut en produire quand on peut. Vous avez vu comment Moderna, Pfizer ont pu, en un temps, libérer des millions de doses. C'est parce que simplement, la production est illimitée. Lorsque tu as le bon vecteur, tu as mis le bon protocole en marche, c'est vraiment vite fait. OK? Alors, quand tu en viens à la sécurité, il y a quand même des questions scientifiques qui restent vraiment d'une importance parce que c'est une nouvelle technologie qu'on a mis en place et puis on est en train de voir et vous écoutez aussi dans la revue de la presse scientifique, vous voyez qu'il y a des défis liés souvent à certains effets secondaires. Ce qu'on on peut prédire, par exemple, de l'administration de ces vaccins-là, c'est que tout simplement, elle peut induire une inflammation systémique ou locale parce qu'on est en train d'injecter une grande quantité, par exemple, d'ARN qui vont se retrouver nus dans la circulation. Ça peut être quand même un problème. Et aussi, il y a un problème qui est lié peut-être à la distribution. On ne sait pas combien de temps peut persister l'expression de cet ARN dans l'organisme. Parce que tout simplement, on veut souvent immuniser, mais on ne veut pas que la personne continue à exprimer pendant longtemps. Sinon, ça va devenir un sujet, par exemple, d'être reconnu encore par l'organisme et alors produire, par exemple, des anticorps, et ça, c'est qui conduit à des maladies auto-immunes. L'effet toxique, surtout, c'est le fait que les acides nucléiques ont été déjà démontrés pour avoir un effet sur l'intégrité des barrières, par exemple, des systèmes lymphatiques. Okay? Les cellules endothéliales sont réactives à ces acides nucléiques. Donc, une autre possibilité que ce type de vaccin peut induire, par exemple, c'est de déranger les barrières méningées, barrières qui sont formées par les cellules endothéliales, même dans le cas des vaisseaux sanguins. Et aussi, elle peut induire plus la production d'interférons de type 1. Et ces interférons-là, ce qu'elles peuvent produire, c'est qu'elles peuvent toujours montrer, dans le cadre de la vaccinologie, comme étant des molécules du système immunitaire qui peuvent entraîner une réaction, une auto-immunité. Et c'est ce qu'on redoute. Donc, cette liste-là, on est en train de les vérifier par des études de pharmacovigilance, mais aussi dans des études cliniques, on prête beaucoup attention à ça. Et l'identification, par exemple, de ces risques-là révèle toujours un défi. C'est un défi. Il n'y a pas de risque zéro, mais on se met dans une dynamique où on se dit qu'on veut toujours assurer, préserver, par exemple, la bonne santé des patients. On veut toujours
arriver à avoir des vaccins qui sont sécuritaires. Et ça, c'est la première préoccupation, par exemple, de l'industrie pharmaceutique. Nous savons aussi que, par exemple, et cela va m'amener vers la fin, ça va m'amener à discuter des effets secondaires. Comme je vous ai dit, ces ARN qui sont, quand elles circulent en grande quantité dans l'organisme, parce qu'il faut mettre une grande quantité afin qu'elles rentrent dans les cellules et puissent être produire la protéine qu'on recherche et qui va induire la réaction immunitaire. Donc, s'il y a des ARN extracellulaires qui circulent, elles vont jouer sur la perméabilité. Okay? La perméabilité et les jonctions qui sont faites au niveau des barrières vasculaires. Cela va aussi amener, par exemple, ça peut conduire à des processus de coagulation. C'est ce qu'on a vu avec le vaccin AstraZeneca. Mais il reste encore que nous devons étudier encore. On ne peut pas finir d'étudier. Pour la pandémie, ce qu'on a fait, on a étudié, on a vu qu'il y avait des risques mineurs, mais c'est plus on va utiliser les médicaments, on va les suivre, on va connaître beaucoup de choses qui vont venir après. Mais comparer l'effet bénéfique par rapport aux effets secondaires, je dirais que le virus foudroie plus que par exemple les effets secondaires qui sont ici rapportés ici et là. Alors, donc, ça demande en tout cas plus d'études et c'est ce que tout le monde le fait actuellement et pour assurer qu'on administre des vaccins sécuritaires. Donc, regardez par exemple, les vaccins à ARN sont de plus en plus utilisés. Pfizer et Biotech, Moderna ont déjà mis leurs vaccins sur le marché et c'est administré. Et aussi, il y a Sanofi, d'autres compagnies qui sont un peu plus connues sont en train de les mettre en place. Vous voyez, tout ce qui est en jaune, ce sont les vaccins ARN. Il y a un engouement, il y a un intérêt à utiliser cette technologie qui est vraiment très rapide et aussi peut donner vraiment des effets très bénéfiques escomptés. Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec le vaccin de AstraZeneca? Eux, ce sont des adénovirus de Sympagin qui sont rendus inoffensifs et ne peuvent pas induire une maladie. Et dans ce vecteur-là, ils ont cloné la protéine S du COVID-19. Et c'est ce vecteur-là qui permet vraiment d'être, puisque vous savez que les adénovirus peuvent rentrer facilement dans les cellules, et elles vont être maintenant tout simplement dans l'organisme, lorsqu'elles sont injectées dans l'organisme, elles vont produire par exemple des anticorps neutralisants, elles vont par exemple produire d'abord ces protéines qui seront reconnues par le système immunitaire et ça va enclencher la réaction immunitaire, la protection immunitaire. Voilà ce qui vraiment est du mécanisme et du mode d'action de leur vaccin. Et avec ce vaccin, il y a eu récemment, cette publication est parue la semaine dernière, où on a pu montrer que, par exemple, ce vaccin-là induisait, par exemple, une thrombose. On a vu ça chez quelques patients, 7 à 10 jours après l'immunisation. Et cela est dû à quelque chose qu'on connaît bien, par exemple, vous savez, la thrombose est induite d'abord par les plaquettes. Et dans ce patient, on a vu par exemple qu'il y avait une baisse du nombre des plaquettes sanguines, donc une thrombocytopénie, et aussi la formation de caillots. Cette formation de caillots est induite par exemple à une activation plaquettaire. Et on pense que c'est un mécanisme aussi qui est comme celui de l'héparine, où par exemple le vaccin induit des anticorps. Ces anticorps vont par exemple reconnaître les plaquettes sanguines qui expriment qu'on appelle une protéine qu'on appelle la platelet factor 4. Donc, ils reconnaissent un complexe formé par l'héparine et ses récepteurs des plaquettes. Donc, c'est ce qui fait que après immunisation, les patients, par exemple, développent des anticorps et ces anticorps-là ont été montrés pour induire, par exemple, une cascade qui va conduire à une coagulation. Puisque les plaquettes sont activées, elles produisent sur la surface tous les molécules qui vont activer la coagulation. Donc, c'est ce qui est remonté ici. Donc, c'est des anticorps, par exemple. Donc, on va dire que c'est une maladie humaine qui attaque les plaquettes sanguines. Donc, le nombre de plaquettes baisse, mais aussi l'activation des plaquettes vont induire, par exemple,
des accidents cardiovasculaires ou même dans des caillots qui sont formés. Et pour diagnostiquer ça, il surveille. Après, par exemple, d'avoir reçu le vaccin, dans la semaine qui suit, si quelqu'un commence à avoir, par exemple, certains symptômes, dans ce papier, il décrit dans certains symptômes, il va falloir peut-être essayer de voir le nombre de plaquettes, est-ce qu'elle baisse? Si elle baisse, ça veut dire déjà que peut-être il y a des anticorps qui sont dedans, qui sont en train d'induire, par exemple, la destruction des plaquettes, mais aussi l'activation des plaquettes. C'est ce qui va conduire à des événements cardiovasculaires, par exemple, chez ce patient-là. Mais je pense que les études qui ont été faites en Europe montrent que, par exemple, lorsqu'on prend des molécules comme l'aspirine qui pour empêcher, inhiber l'activation plaquettaire ou bien des anticoagulants, on peut, par exemple, prévenir la survenue, par exemple, de ces complications qui ont causé la mort à quelques patients quand même en Europe. Mais disons que pour comparer ces événements, par exemple, à ce que par exemple, le vaccin pourrait faire, on peut la discuter. On peut la discuter sur ce plateau. Je pense que chacun pourra donner son avis. Et moi, je pense que j'ai couvert vraiment tout ce que j'avais à partager avec vous. J'aimerais vraiment prendre le temps pour vous remercier pour votre présence et votre intérêt à ce que est dit en ce moment dans ce domaine-là, parce que nous pensons que nous sommes tous des ambassadeurs et souvent relayer la bonne information peut aider dans beaucoup de circonstances. Et sur ce, j'aimerais arrêter ici et puis vous remercier vraiment pour votre attention. Merci. OK, merci beaucoup, docteur, pour la présentation que je trouve très informative. Donc, juste pour rappel, le webinaire est en français et en anglais. C'est pourquoi les PowerPoint sont en français. Et puis, les questions peuvent se poser en français ou en anglais. Donc, je vois des personnes en ligne qui probablement parlent anglais. So that's just to let everyone know that the webinar is bilingual. The presentation was in French, but the slide was in English. So please feel free to ask your question in French or in English, okay? So both is correct. So, je vais retourner en français pour poser quelques questions et au niveau du public également, si vous avez des questions, vous pouvez simplement ouvrir le micro pour poser votre question. Donc, docteur Ishaka, par rapport au vaccin, il y a beaucoup de questions qui reviennent et souvent même les professionnels de la santé. Et l'une des questions qui revient beaucoup, ça, c'est la rapidité par rapport au développement de ce vaccin contre la COVID-19. Parce que ce que nous savons classiquement, pour développer un médicament ou un vaccin, ça, c'est beaucoup plus long. Mais je pense que vous avez apporté une réponse quelque part à cette question-là par rapport à la rapidité. Nous avons été rapides dans l'obtention du vaccin par rapport à la COVID-19 parce que la technologie que nous avons utilisée nous donne cette opportunité d'aller beaucoup plus rapidement. Donc, je pense que ça, c'est une partie de la réponse. Et je pense qu'à cela également, ce que nous pourrons ajouter, c'est le fait que, par exemple, généralement, quand on commence les processus pour la mise sur le marché d'un produit, que ce soit les médicaments ou les vaccins, il y a beaucoup d'administratifs derrière. Par exemple, si on passe par la FDA, l'Agence américaine des médicaments, donc il y a beaucoup d'administratifs derrière. Et souvent, ça peut prendre également beaucoup de temps. Mais vu l'urgence de la situation, je pense que la FDA s'est également beaucoup mobilisée par rapport à la COVID-19, au vaccin et tout ce qui était lié à la COVID-19. Et je pense également que cela a dû accélérer le processus. Mais également, il y a autre chose que souvent, quand on est dans les discussions par rapport aux vaccins qui sont disponibles, qu'on a tendance à oublier. Je vais juste partager rapidement mon écran. Je vais montrer ce screen tool. J'arrête de partager alors. Oui, c'est bon. Donc, est-ce que vous voyez mon écran en ce moment? Ça commence. On le voit. Vous voyez le fichier Excel dans lequel je suis en ce moment? Oui, oui. Donc, hier, par exemple, dans le cadre de cette présentation, je suis allé regarder la base de données de l'OMS. C'était hier, mardi le 13, pour regarder un peu en termes de vaccins qui sont en développement, qui sont en phase clinique. On avait 88 en phase préclinique.
on avait un peu moins, un peu plus, disons, 184. Donc, cela veut dire aujourd'hui, les vaccins que nous avons sur le marché sont des vaccins qui sont déjà passés par cette étape-là. D'accord. Nous avons 184 qui sont encore dans le labo. On n'a pas commencé à les tester. Il y a d'autres qui sont en phase de test, environ 88. Mais quand on regarde également parmi tous ces vaccins-là, les vaccins qui arrivent à avoir l'autorisation passent généralement par un processus qui est vraiment très, très rigoureux et qui est très sélectif. Aujourd'hui, c'est sûr que toujours ça, c'est des informations qu'on trouve sur l'OMS. Avec le vaccin de Pfizer est maintenant sur le marché, mais on a également plein d'autres vaccins qui ont essayé de venir sur le marché, qui ont été rejetés, dont on n'en parle pas. Donc, les vaccins qui sont là, on ne peut pas dire que c'est des vaccins qui sont 100% sans effet secondaire, mais c'est des vaccins qui sont quand même passés par un ensemble de processus qui étaient quand même très, très, très rigoureux. Donc, parmi tous ceux qui ont été présentés, nous voyons aujourd'hui très peu qui sont sur le marché. Mais ceux qui n'ont pas pu passer ce processus de sélection-là, on n'en parle même pas. Donc, quelque part, ce n'est pas pour dire que les vaccins que nous avons sont 100% efficaces, mais ils ont compété déjà avec pas mal d'autres vaccins et ils sont arrivés à passer par un processus rigoureux. Donc, ce qui, quelque part, nous permet aussi de croire qu'en termes de sécurité, probablement, ils ne sont pas 100% sûrs. Il va toujours avoir des effets secondaires, mais ils sont tous quand même passés par déjà un certain processus qui est là, donc dont beaucoup n'ont pas pu dépasser. Donc, ça, c'était un petit commentaire que je voulais ajouter pour compléter un peu la partie labo, voire aussi en dehors du labo, comment on fait pour mettre le vaccin sur le marché, donc pour expliquer que tout cela passe par un processus très rigoureux. Maintenant, je pense, ici dans le public, nous avons des gens qui sont professionnels de la santé, ce qui est excellent. Probablement d'autres ne sont pas. Souvent, la question qu'on se pose, c'est les vaccins qui sont là, est-ce qu'on doit accepter de se faire vacciner ou pas? Ce qui veut dire que nous faisons une évaluation du bénéfice et du risque. D'accord? Donc aujourd'hui, toi, en tant que scientifique, c'est une question banale. Si on te demandait de faire le vaccin, est-ce que tu accepterais de te faire vacciner? Ça veut dire que tu vas faire l'évaluation du coût, bénéfice et risque. Et quels sont les arguments pour aller se faire vacciner? Aujourd'hui, quels sont les arguments que tu pourrais avancer pour ne pas se faire vacciner? Donc ça serait ma première question. Donc C'est une peut-être très bonne pour que ce question. soit voilà, interactif, je te laisse répondre. Oui, nous voyons que avec, ce n'est pas seulement le vaccin de Covid, avec plus généralement, avec même les vaccins qui sont déjà connus depuis longtemps, il y a une hésitation. Les gens sont plus réticents maintenant au vaccin, à pour des raisons qui ne sont pas souvent scientifiques. Mais moi, pour compléter déjà ce que tu as dit par rapport à la rapidité à laquelle on a avancé, c'est qu'il ne faut pas oublier que cela représentait un enjeu pharmaco-économique. Les entreprises pharmaceutiques ont déployé tout ce qu'ils pouvaient pour pouvoir le faire. Okay? Donc, vous savez, il y a les moyens aussi, il faut qu'on l'insiste, il y a les moyens qui ont été mis. Le maximum, des milliards qu'on a dépliqués pour pouvoir avancer vite. Par exemple, Pfizer a dû acheter d'autres technologies. Par exemple, d'autres compagnies qui avaient la technologie, ils les ont achetées, ils ont pris et puis ils sont allés. Voilà. Sanofi aussi a voulu faire ça et d'autres. Donc, pour dire en plus ce que tu as dit, il y a aussi trop de moyens, beaucoup de personnes qui ont été déployées dans ce domaine. Mais je ferme cette parenthèse pour revenir maintenant à ta question, pour dire aussi que le vaccin, aujourd'hui, s'il y a un effet secondaire, c'est qu'il n'était pas connu. S'il est connu, il sera arrêté. Non pas même par le régulateur, par celui qui fabrique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut, par exemple, mettre un produit sur le marché et puis savoir que déjà ce produit a un problème? Non. Quand tu le vois, c'est comme si je vois les mangues, si je vois une tache dans une mangue, je sais qu'à cause de cette mangue, on va me critiquer, je ne vais pas la vendre. C'est pour être un peu, pour dire de façon terre à terre qu'au niveau de la pharmacovigilance, cela commence même au moment de développement de vaccins et tout ça. Moi, si on me demandait cette question, je vais dire, c'est sans hésiter que je dirais que je vais prendre le vaccin parce que simplement, le vaccin, pour ce qui a été démontré, par exemple, en Europe, elle reste vraiment infime. L'effet qu'elle montre, OK, elle reste infime. Bien encore, ils ont dit que
si on prend certains médicaments, tu sens les séquelles, tu sens les symptômes, tu peux prendre les médicaments, ça va réduire. Quand on compare risque et bénéfice, ce que le corona fait au poumon est indescriptible. Les patients qui sont même sortis du corona ont aujourd'hui, par exemple, du mal même à marcher sur 1 kilomètre parce que le poumon a été vraiment attaqué de sorte qu'elles commencent à faire même d'autres personnes font des insuffisances respiratoires. Alors, il y a, par exemple, le vaccin de Pfizer. Jusqu'à aujourd'hui, on trouve que c'est toujours bien, même celui de AstraZeneca. C'est pas que, il faut pas, si par exemple l'autorité européenne a permis que ça continue, c'est parce qu'ils ont vu que l'effet que ça produisait là, c'était sur certains cas, c'est moindre. Ils vont protéger d'abord la population, ils n'ont pas à mettre la population en danger. Donc, les décisions aussi, nous l'avons bien en accueilli parce que tout simplement, nous savons qu'il n'y a pas de risque zéro complètement. Okay? Donc, pour répondre à ta question, moi, je conseillerais beaucoup de gens de prendre parce que non seulement avec la vaccination, on arrête, on se protège, mais aussi on arrête le cercle de transmission, le cercle vicieux de transmission. Celui qui n'est pas vacciné représente toujours un réservoir, par exemple, pour la maladie. Et ça va venir, je sais que les régulateurs vont mettre des mécanismes, par exemple, même pour voyager, ils vont vous demander un jour, par exemple, si vous n'avez pas le vaccin contre cette maladie. Voilà, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager, voilà, vous êtes la bienvenue pour exprimer aussi vos opinions. On les accepte bien. Okay, donc Isaka, merci beaucoup. Some new people just join us online. I just want to remind that this webinar is bilingual, so please feel free to ask your question in French or in English. So if you have any question, you can just unmute your mic and ask your question, or if you prefer to send by chat, so then I can ask the question in French or in English, so to allow everyone to be able to at least understand what you are saying. And also Ishaka will be happy to answer your question in French or in English, okay? Ouais. So I'm receiving some chat in English, but just I want to let them know they can ask questions in English if they want. Okay. Voilà, donc pour le public, s'il y a des questions, donc si vous avez des questions, vous pouvez simplement ouvrir le micro pour poser des questions. Donc, Isaka, je sais que tu as touché un peu par rapport au vaccin de AstraZeneca et les thromboses. J'ai également vu des papiers qui proposent éventuellement, par exemple pour ces patients-là, d'utiliser beaucoup plus l'aspirine comparé à d'autres produits. Bon, maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, ce que nous observons, comme tu l'as dit, je pense probablement que c'est dans la même direction. Est-ce que nous pensons que les quelques cas de thrombose qui ont été observés sont une raison suffisante pour considérer, par exemple, que ce vaccin présente beaucoup plus de risques comparé aux bénéfices, ou c'est trop tôt de pouvoir se prononcer par rapport à ça? Parce qu'on sait généralement que les médicaments, le développement se fait en plusieurs phases. Il y a d'abord la phase préclinique qu'on fait un peu dans le labo, les souris et tout. Et après, quand on passe à ça, on passe à la phase 1, 2 et 3, dans la phase des essais cliniques où on teste d'abord sur un petit groupe, après un nombre un peu plus élevé. À la phase 3, on va aller maintenant sur un beaucoup plus grand nombre de personnes. C'est lorsque on passe à tout ça, d'abord on fait préclinique, après on fait les 3 phases cliniques, qu'on met le vaccin sur le marché ou un médicament sur le marché. Mais quand nous le mettons également, il y a ce qu'on appelle la phase de pharmacovigilance, où on continue toujours à surveiller les vaccins, le médicament ou le vaccin sur le marché pour essayer non seulement de regarder les effets secondaires, mais également aussi, il y a beaucoup d'industries pharmaceutiques qui font ça. Ils peuvent également détecter certains effets bénéfiques qu'ils n'avaient pas identifiés auparavant. C'est ça. Donc, je pense que les médicaments qui sont sur le marché, les vaccins qui sont aujourd'hui sur le marché sont comme en phase de pharmacovigilance. Mais est-ce qu'avec ce qu'on voit, on peut considérer qu'on a de façon raisonnable suffisamment de données pour douter aujourd'hui de la sécurité de ce vaccin-là? Moi, je ne penserais pas du tout parce que le premier argument, c'est que le régulateur, okay,
l'EMA n'a pas vraiment arrêté. Même si certains pays ont dit qu'ils n'allaient pas continuer, c'est plus du populisme ou bien une réaction. Vous savez, il y a beaucoup de gens même au niveau, dans la communauté scientifique, qui ne soutiennent pas cette nouvelle technologie. Mais elle n'est pas encore arrivée à un point où, si elle arrive à la phase critique, c'est sûr que ce vaccin sera retiré automatiquement du marché. Et ça, c'est quelque chose de très clair. Par rapport à la pharmacovigilance, c'est sûr qu'avec, si on continue, même par exemple au Canada, ici, dans d'autres pays qui ont vraiment, qui utilisent ce vaccin-là, ils vont vraiment documenter et ça va nous permettre de voir vraiment est-ce que c'est seulement la thrombose qui est l'effet inattendu ou bien s'il y a d'autres effets bénéfiques, comme tu l'as dit aussi. Mais au stade actuel, des millions de personnes qui ont reçu des doses ont vraiment réagi bien et ils sont, après les semaines qui sont passées, il n'y a pas de risque, on ne pense pas. Mais bon, quoi qu'il reste, le risque zéro n'existe pas et puis on ne peut jamais tout dire de choses. C'est à la lumière de la connaissance scientifique, je ne pense pas que on peut d'abord, on peut tout simplement dire ici que c'est vraiment très, très dangereux. Mais j'ai un de mes collègues qui est ici, je vais l'inviter peut-être à donner quelques mots s'il est là. Ok, ça c'est excellent. Et puis, on a reçu une question par chat, c'est en français. Et la personne demande, c'est Halida, et demande, pouvez-vous expliquer plus comment le vaccin pourrait-il diminuer la transmission de l'infection? Donc ça, c'est la question de Halida. Donc voilà, en temps, tu peux laisser ton collègue poser des questions. Et puis juste un petit commentaire. I'm seeing Ali Azizi. And I'm receiving some chat from you. So if you have question, Ali, please feel free to ask your question in French or in English, or just send me the question. I will be asking that for you. Okay. And you can just. Ali, you can ask your question in English. Yes, you can. Hi guys. Hi everyone. I apologize. I was actually in a meeting. I barely heard the presentation. I'm sorry for that. I couldn't really, unfortunately, I couldn't listen to the whole presentation because I was pretty late. Sorry for that again. But I'm actually a principal scientist, study director at Sanofi Pasteur in Toronto. We are working on a COVID vaccine. I really wish I could hear the presentation, but I missed it. Sorry again. Okay, no problem at all. Are there any special contribution, comment you want to make about the COVID-19 vaccine? There are like so many debates right now around that. Is the vaccine is safe? How about is it really makes sense to got immunization or not? Do you have any thought you want to share with us or any comment you want to make according to your experience? I can make a couple of comments about our own vaccine. It's, as you guys know, Sanofi Pasteur is a little bit behind the other competitors. The reason was, we had some challenge with our dosing study at the beginning. So I'm actually in charge of the analytical, key attributes of our vaccine, which is based on a protein-based vaccine at the moment. I mean, we are working on both protein-based vaccine and mRNA. But protein-based vaccine, so unfortunately, because of the dosing issue, we had to go through our clinical study again. So right now, we are going to start our clinical phase 3 very soon. I mean, in a few days. And our results for phase 2 were pretty good so far. And we are hoping to be able to manufacture a vaccine by end of the year. Which is again based on a protein-based vaccine. Right now it's again based on the Wuhan strain, but we also work on a South African strain. We are trying to make also a bivalent vaccine. So we are hoping that this bivalent vaccine will be able to cover both, strains. And that's the state we are. And the rest, you guys are all knowledgeable. All know about the other vaccines in the market right now. There are some challenges here in Canada with, AstraZeneca. Some people do not want to take it because of the challenges, as you know. Johnson & Johnson, you probably heard about it too. There are some also challenges with Johnson & Johnson. But most people in the United States are vaccinated with Pfizer and Moderna. And in Canada,
Again, we're working on Pfizer, Moderna, and of course, still, AstraZeneca. One of the challenge we have here is, the second dose supposed to be injected in 3 weeks to 4 weeks. But right now, because of the lack of enough, vaccine doses in Canada, the government decided to immunize people as many as they can. And the second dose is going to be injected in 4 months. So that's one of the challenge we have here right now, because there was no study done for the second dose to be done in 4 months. So that's one of the challenges right now in Canada. Also, some of the comments we are seeing more and more, this is a question for Ali, is people are saying they really don't think if it makes sense to get this vaccine, because if you get it the first time, you have to have it again 6 months later. And each 6 months you need the vaccine. And some people really think it doesn't make any sense to get this vaccine. Anyway, we need to get it every 6 months. Do you have any thoughts, anything you want to, any comment for no, that? I heard this many times, it's actually 4 months, not in Canada, at least it's 4 months. The Moderna, actually, I just heard today that they show that their vaccine is, efficient for at least for 6 months so far. But as far as I know, that they refer to both doses, not one doses. Yes, that's a good comment. I heard it many times. I heard it that people are, disagreeing, and some people complaining that why we have to be vaccinated when the second dose coming in 4 months, or let's say a few months, not exactly in 4 weeks. But you have to also consider something. The first dose of vaccination still, shows 80, at least with the Pfizer, I'm referring to Pfizer or Moderna, at least 80% of the protection. Right now, in a community that are surrounded by viruses, they might be, infected. Still, 80% of protection is not a bad idea. For some vaccines, we barely reach to 80%, as you know. So 80% of protection with the first dose still is not bad, and may, kind of control the infection. On the other hand, some people comment that, those people that are getting the first dose, they might be, kind of resistant, but they might not, they might still be a carrier with other variants. And this is something that hasn't been done. And I agree with that comment too. Okay, great.